Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va inaugurer un nouveau cycle de petites thématiques. Alors cette fois-ci, nous ne parlerons pas de personnages connus, nous ne parlerons pas de courants philosophiques ou d'écoles ou de cénacles. Là, j'ai choisi de vous raconter des petites légendes, des petites histoires assez particulières, assez mystérieuses. Et pour débuter ce cycle, eh bien, je vais vous raconter la légende de Maître Biscornette. C'est une légende dont j'aurai l'occasion de vous parler dans un futur ouvrage, puisque vous savez que je suis en train de faire des recherches sur le roman Notre-Dame de Paris. Eh bien, cette légende est apparentée, vous allez le voir, à Notre-Dame de Paris. Alors, installez-vous confortablement et plongez avec moi dans cette histoire. Dans l'ombre mouvante des ruelles du Paris médiéval, là où les échoppes des artisans s'entassaient au pied de la cathédrale Notre-Dame encore inachevée, vivait un ferronnier dont le nom allait traverser les siècles, porté par les murmures et les légendes, Maître Biscornette. Son véritable nom s'est perdu dans les brumes du temps, mais son surnom lui venait de son caractère tortueux et de ses créations aux formes si particulières qu'elles semblaient défier les lois de la nature. L'homme était petit, voûté, avec des mains noueuses aux doigts démesurément longs. Son visage anguleux, marqué par les flammes de sa forge, portait en permanence une expression tourmentée, comme si quelque démon intérieur le rongeait sans répit. Ses yeux d'un noir profond brillaient d'une lueur étrange qui mettait mal à l'aise ceux qui croisaient son regard trop longtemps. En ce temps-là, la construction de Notre-Dame battait son plein. Les maîtres d'œuvre rivalisaient d'ingéniosité pour élever toujours plus haut les voûtes de la cathédrale, tandis que les artisans les plus talentueux étaient appelés de tout le royaume pour orner l'édifice de leurs plus belles créations. L'évêque de Paris avait décidé que les portes de la cathédrale devaient être des chefs-d'œuvre de ferronnerie, dignes de la maison de Dieu. Un concours fut donc organisé pour choisir les artisans qui réaliseraient ces ouvrages. Les plus grands maîtres ferronniers du royaume se présentèrent, portant leurs plus belles réalisations. Biscornette, dont la réputation n'avait pas dépassé les limites de son quartier, vint également soumettre son travail. Ces créations, bien que techniquement parfaites, provoquèrent un certain malaise parmi les juges. Il y avait dans ces entrelacs de métal quelque chose d'inexplicablement troublant, comme si le fer lui-même avait été torturé pour prendre des formes contre nature. Pourtant, la perfection technique de son travail était indéniable. Après de longues délibérations, les juges décidèrent de lui confier la réalisation des ferrures de la porte latérale sud, tandis que d'autres maîtres se partageraient les autres portes. Un délai de 6 mois fut accordé pour ce travail titanesque. Les semaines passèrent, et tandis que les autres artisans progressaient régulièrement dans leur ouvrage, Biscornette semblait paralysé. On le voyait errer autour de la cathédrale, mesurant la porte encore et encore dans tous les sens, griffonnant des croquis qu'il déchirait aussitôt, marmonnant des paroles incompréhensibles. Sa forge restait froide et son enclume silencieuse. Le temps s'écoulait inexorablement. À une semaine de l'échéance, Biscornette n'avait toujours pas commencé son travail. Les autres ferronniers avaient presque terminé leurs ouvrages, et déjà les rumeurs allaient bon train sur l'incapacité du maître à honorer sa commande. L'évêque, inquiet, lui fit savoir que s'il ne livrait pas son œuvre à temps, non seulement il ne serait pas payé, mais il serait banni de la ville pour avoir fait perdre un temps précieux à l'évêque et à la construction de la cathédrale. C'est alors que, selon la légende, se produisit l'événement qui allait à jamais lier le nom de Biscornette à l'histoire de Notre-Dame. La veille de l'échéance, alors que la nuit tombait sur Paris, le ferronnier désespéré était prostré dans sa forge obscure. Les chroniques racontent qu'un homme de haute stature, enveloppé dans un manteau noir, frappa alors 3 fois à sa porte. Le visiteur ne donna pas son nom, mais son apparence était si noble, son maintien si distingué, que Biscornette le fit entrer sans hésiter.
L'étranger examina longuement les croquis éparpillés sur l'établi, puis se tourna vers le ferronnier avec un sourire très énigmatique. « Je connais votre tourment, maître Biscornette, dit-il d'une voix profonde qui semblait résonner dans les ombres de la forge. Vous cherchez à créer une œuvre qui transcende la simple matière, qui élève le fer au rang de l'art divin. Je peux vous aider à réaliser ce rêve. » Biscornette, méfiant mais désespéré, écouta la proposition de l'étranger. Celui-ci offrait son aide pour réaliser en une seule nuit des ferrures si extraordinaires qu'elles dépasseraient tout ce qui avait jamais été créé. En échange, il ne demandait qu'une petite chose, l'âme du ferronnier. La tradition rapporte que Biscornette hésita longtemps, le salut de son âme contre la création d'un chef-d'œuvre immortel. Le pacte fut scellé alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient minuit plein. L'étranger, que la légende identifie bien sûr comme le diable, disparut dans un nuage de fumée soufrée, laissant derrière lui une sensation de chaleur intense et une odeur de soufre. Alors commença une nuit comme Paris n'en avait jamais connue. Des lueurs surnaturelles s'échappèrent de la forge de Biscornette, accompagnées de bruits étranges qui n'avaient rien de commun avec le son habituel du marteau sur l'enclume. Des ombres dansantes se projetaient sur les murs, comme si une armée de démons s'était mise au travail. Les voisins, terrorisés par tous ces bruits, se signaient en récitant des prières. Le fer semblait vivre sous les mains du ferronnier. Il se tordait, s'entrelaçait, formait des motifs d'une complexité inouïe. Des visages grimaçants apparaissaient parfois dans les volutes métalliques. Des créatures fantastiques prenaient forme dans les arabesques. Chaque coup de marteau faisait jaillir des étincelles aux couleurs surnaturelles, vertes, bleues, violettes. À l'aube, alors que les premiers rayons du soleil touchaient les tours de Notre-Dame, l'œuvre était achevée. Les ferrures de la porte sud étaient un chef-d'œuvre, dépassant l'imagination humaine. Le métal semblait animé d'une vie propre. Les motifs changeaient subtilement selon l'angle sous lequel on les regardait. La technique utilisée pour créer de telles merveilles défait toute explication rationnelle. Elle semblait surnaturelle. Quand les maîtres d'œuvre et l'évêque vinrent inspecter le travail, ils restèrent muets de stupéfaction. La beauté des ferrures était indéniable, mais il y avait dans leur perfection même quelque chose de troublant, de non naturel. Certains prétendent avoir vu des formes démoniaques se dessiner dans les entrelacs métalliques. D'autres jurèrent que des visages sculptés dans le fer changeaient d'expression quand le regard venait les frôler. L'évêque, bien que troublé, ne put qu'accepter l'ouvrage. La porte fut installée. Et c'est là que se produisit un phénomène étrange. Alors que toutes les autres portes s'ouvraient et se fermaient sans difficulté, celle de Biscornette résistait obstinément à toute tentative de la fermer complètement. Comme si quelque force invisible l'empêchait de se clore, la maintenant toujours légèrement entr'ouverte. Quant à Biscornette, il disparut le jour même de l'installation de son œuvre. Certains disent l'avoir vu une dernière fois, debout, devant la cathédrale, contemplant son chef-d'œuvre avec un mélange de fierté et de désespoir. Puis il s'évanouit dans la foule et ne fut jamais revu. C'est ici que la légende se dédouble, en deux versions qui nous sont arrivées. La première prétend que le diable, fidèle à sa réputation de trompeur, avait ajouté une clause secrète au pacte. Biscornette ne pourrait jamais créer les ferrures de la porte centrale de la cathédrale, car c'est par elle que passait le Saint-Sacrement, validant ainsi l'existence du pacte avec le malin. La seconde version prétend que lorsque l'ouvrage de Biscornette fut installé, le diable vint lui réclamer son âme. Mais comme par cette porte passait au même instant le Saint-Sacrement, et qu'il entendit des chants religieux, le diable perdit la partie et dut s'enfuir. Les siècles ont passé, mais les ferrures de la porte sud continuent d'intriguer les visiteurs et les experts. Les techniques utilisées pour leur réalisation défient toujours l'analyse.
Les restaurateurs qui ont tenté de les réparer ou de les copier se sont heurtés à bien des difficultés inexplicables, comme si le métal lui-même résistait à toute tentative de percer ses secrets. Les historiens de l'art ont longtemps débattu de la réalité historique de Maître Biscornette. Certains affirment qu'il n'est qu'une légende née de l'imagination populaire, cherchant à expliquer la beauté surnaturelle des ferrures de Notre-Dame. D'autres pointent l'existence de documents d'époque mentionnant un ferronnier de ce nom, bien que les détails de sa vie restent encore obscurs. Les archives de la cathédrale contiennent un manuscrit énigmatique daté de cette période qui fait référence à l'œuvre diabolique du maître aux mains tordues. Ce texte, rédigé en latin par un chanoine resté anonyme, décrit des phénomènes étranges survenus autour de la porte sud, des chants mystérieux entendus certaines nuits, des lueurs inexplicables au solstice, des ombres mouvantes dans les ferrures. Plus troublant encore, certains témoignages contemporains rapportent des phénomènes inexplicables autour de cette fameuse porte. Des photographes ont remarqué des anomalies sur leurs clichés, comme si les motifs métalliques refusaient de se laisser fixer sur la pellicule. Des visiteurs affirment avoir vu les ferrures bouger légèrement par elles-mêmes, mais cela même en l'absence de vent. La science moderne n'a pas réussi à expliquer certaines particularités du métal utilisé. Des analyses métallurgiques poussées ont révélé une composition unique, impossible à reproduire avec les techniques modernes connues. La structure moléculaire du fer présente en effet des anomalies qui défient les lois de la physique. La légende de Maître Biscornette continue ainsi de hanter les murs de Notre-Dame. Son œuvre, mélange troublant de génie artistique et de puissances occultes, reste comme un témoignage de cette nuit mystérieuse où un simple artisan vendit son âme pour créer un chef-d'œuvre immortel. Aujourd'hui encore, si vous vous approchez de la porte sud de Notre-Dame au crépuscule, quand les derniers rayons du soleil jouent sur les ferrures anciennes, vous pourrez peut-être apercevoir dans les entrelacs du métal le visage tourmenté de Maître Biscornette, condamné à contempler éternellement son chef-d'œuvre démoniaque. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez peut-être, porté par le vent du soir, l'écho lointain du marteau sur l'enclume, rappelant cette nuit fatidique où un homme sacrifia son âme sur l'autel de l'art. Car c'est peut-être là le véritable message de la légende de Biscornette. Jusqu'où un artiste peut-il aller dans sa quête de la perfection? Quel prix est-il prêt à payer pour laisser une trace indélébile dans l'histoire? Question éternelle qui continue de résonner dans les plis et les volutes des ferrures diaboliques de Notre-Dame de Paris. Voilà les amis, cette légende, cette histoire de ce ferronnier. Beaucoup d'auteurs ont parlé de cette histoire. Victor Hugo, bien sûr, mais ça n'est pas le seul, et beaucoup d'historiens également. Alors je ne prétends pas, bien sûr, que cette histoire soit vraie, mais je vous invite, si vous en avez le temps, eh bien d'aller vivre cette expérience, d'aller contempler ces ferrures le long de la porte. Et puis, vous savez, d'un point de vue alchimique, ça n'a rien de surprenant puisqu'ici, il s'agit d'une transmutation métallique, c'est-à-dire du fer, apparenté à la planète Mars, comme certains le savent. Et donc, c'est un métal très particulier, mais qui peut, sous certaines conditions de forge, se montrer très docile. Il suffit de rajouter une petite poudre ou quelque chose qui va lui donner une forme particulière. Donc, au-delà de cette légende, qui peut-être n'est que fantasmagorie, il n'en demeure pas moins que le travail est extrêmement troublant. Alors bien sûr, vous le savez, je ne suis pas ferronnier, je n'ai pas un œil expert en la matière. Mais j'ai remarqué quand même, en vivant cette expérience, des choses assez troublantes.
Et comme vous vous intéressez au mystère, à l'histoire, aux traditions, j'ai trouvé ça normal de partager cette petite histoire. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo un peu plus courte que d'habitude vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de petite vidéo, parce que j'ai des petites légendes, des petites histoires également. D'autres ne sont pas des légendes, du reste, vous le verrez, à vous raconter, qui font partie de notre patrimoine historique, culturel, et qui vectorisent aussi tout un tas de choses. Parce que dans cette petite histoire, il s'agit de ferronneries qui maintiennent les battants de la porte, qui servent un petit peu de gonds, qui permettent donc d'opérer une ouverture et une fermeture. Et si, au-delà de cette porte sud, c'était la porte de notre cœur, qui parfois pouvait s'ouvrir pour ressentir et recevoir d'autres choses. Que voilà de belles réflexions avec lesquelles je vais vous laisser, mes amis, pour réfléchir, méditer. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo, assez inhabituelle, un peu nouvelle, il faut bien le dire, ou bien si vous préférez, évidemment, que je passe à d'autres sujets, peut-être plus classiques. À vous de voir. Entre-temps, les amis, je vous embrasse du fond du cœur. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager massivement. Et je vous retrouve la semaine prochaine, soit avec une nouvelle histoire, si effectivement cela vous a plu, ou bien avec une autre thématique. À bientôt les amis.